Le couvent de la Tourette, construit par Le Corbusier pour l'ordre des Dominicains entre 1953 et 1960. Dans les années suivant la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France connaît un fort regain de vocation religieuse. Emportés par cet élan, les Dominicains de la province de Lyon décident de créer un nouveau couvent d'études pour 80 étudiants. Un lieu clos où ils doivent vivre pendant 7 années entre prières et études. Il est vrai qu'il nous donne aussi des leçons que la prudence humaine peut entendre, mais que cette vue existe. La sainteté n'a pas de formule, ou pour mieux dire, elle les a toutes. Elle rassemble et exalte toutes les puissances. À peine inauguré, le couvent se retrouve à la convergence de deux grandes crises. La crise de l'Église catholique, qui essaie de se moderniser avec Vatican II, et la révolte de la jeunesse étudiante qui culminera en mai 68. En 1970, il n'y a plus à la Tourette un seul étudiant. Dans le couvent déserté que l'ordre des Dominicains envisage de vendre, une vingtaine de frères résistent. Ils croient que l'architecture du lieu incarne de façon unique la quête spirituelle de leur ordre. Le lieu changera de fonction et deviendra un centre de colloque, mais il restera dominicain, sauvé par l'architecture. Les Dominicains avaient acheté pendant la guerre un beau terrain de 80 hectares, l'ancien domaine du seigneur de la Tourette, un château avec sa ferme, des champs et des bois. C'est ce terrain que le révérend père Couturier propose en 1952 à Le Corbusier pour leur nouveau couvent. Quand l'architecte entreprend cette commande, il a 66 ans. Il est au fait de sa gloire, pour ses maisons individuelles comme la Villa Savoie ou ses immeubles collectifs à Marseille et Nantes. Il est en train de construire une capitale, Chandigarh, dans le Pendjab en Inde. Il incarne l'architecture moderne, dont il a défini les grands principes dès 1930. Prenez une maison. Libérez le sol de l'emprise du rez-de-chaussée et augmentez la surface du jardin. Libérez l'espace du toit, faites-en une terrasse. Vive le plan libre où les cloisons sont devenues inutiles. Des poteaux supportent les dalles de béton des étages supérieurs. Vive les façades libres, qui ne portent rien. Le verre peut être employé en toute liberté. Au printemps 1953, Le Corbusier découvre le site pour la première fois. J'ai dessiné la route. J'ai dessiné les horizons. J'ai mis l'orientation du soleil. J'ai reniflé la topographie. J'ai décidé la place où ce serait, car la place n'était pas fixée du tout. En choisissant la place, je commettais l'acte criminel ou valable. Ici, dans ce terrain qui était si mobile, si fuyant, descendant, coulant, j'ai dit, je ne vais pas prendre l'assiette par terre puisqu'elle se dérobe. Prenons l'assiette en haut, à l'horizontale du bâtiment, au sommet, laquelle composera avec l'horizon. Au lieu d'élever le bâtiment depuis le sol, l'architecte l'abaisse à partir de la ligne horizontale du toit, allant à la rencontre de la pente que le bâtiment touche, comme il peut, remarque Le Corbusier. Ce « comme il peut », c'est une forêt de pilotis, de poteaux, de voiles de béton découpées, qui, sur un dénivelé de 10 mètres,
porte le bâtiment et compense les irrégularités du relief. Le couvent ne cherche pas à se fondre dans la campagne environnante. C'est un bloc de béton à flanc de colline. Le béton, ce matériau mal aimé que l'on réserve aux usines et aux HLM, c'est le matériau préféré de l'architecte. C'est aussi le moins cher. Le bâtiment est fait pour être vu de loin. Face à la vallée, une façade monumentale de 5 étages, flanquée du volume massif de l'église qui protège le couvent des vents du nord. À l'arrière, une façade modeste, un petit immeuble de 3 niveaux et une entrée discrète, comme il se doit pour un lieu dont les habitants vivent en reclus. Le couvent, c'est un programme lourd, strictement codifié par la tradition. Une église, une salle du chapitre qui tient lieu de mairie, une école avec ses salles de cours et une bibliothèque, des logements pour 100 personnes, mais aussi de l'espace public, des couloirs, une place, un cloître. Toute une ville réunie dans un quadrilatère fermé. Ce programme, l'architecte le connaît et l'admire depuis qu'il a visité en 1907 la chartreuse de Galuzzo, près de Florence en Italie. J'ai vu dans ce paysage musical de la Toscane une cité moderne couronnant la colline. J'ai pensé ne pouvoir jamais rencontrer une telle interprétation joyeuse de l'habitation. Chaque cellule a vue sur la plaine. Le dos de chaque cellule ouvre par une porte et un guichet sur une rue circulaire. Cette rue est couverte d'une arcade, le cloître. Par là fonctionnent les services communs, la prière, les visites, le manger, les enterrements. Cette cité moderne est du XVe siècle. Reprenant la disposition de la chartreuse de Galuzzo, l'architecte installe les cellules des frères sur le pourtour extérieur du bâtiment et les ouvre sur le paysage. Il leur construit des loggias dont les moules proviennent directement d'un chantier de l'unité d'habitation qu'il vient de terminer près de Nantes. Les cellules sont des volumes simples, 5,92 m de long, 1,83 m de large, 2,26 m de haut. Des dimensions brevetées Le Corbusier. Depuis les années 30, l'architecte réfléchit sur les proportions idéales en architecture. Et il a défini un système fondé sur le nombre d'or, dont l'unité de base est le corps humain. Il a même donné un nom à cet étalon idéal de l'architecture moderne, le modulor. Il mesure 1,83 m, comme un Américain moyen, la main levée à 2,26 m. Le Corbusier a vérifié dans les paquebots transatlantiques, les temples et les palais, les mensurations de ce corps de référence. Ces proportions seraient universelles. Le couvent est le terrain idéal d'application pour les idées de l'architecte en matière d'habitat individuel. Ici, la frugalité et la discipline s'accommodent à merveille de la standardisation et du minimalisme. La cellule de Corbusier, c'est le rêve monacal réalisé. 10,83 m², fonctionnel, tout confort, chauffage central, loggia vue imprenable, idéal pour recueillement. Mais pendant le chantier, un frère fait remarquer que les reliefs tourmentés du crépi de béton projeté sont peut-être trop fatigants pour les longs moments de méditation solitaire. Qu'à cela ne tienne,
En face de la table, Le Corbusier crée une surface de béton lisse, plus propice à la contemplation et la sérénité. Aujourd'hui, chacun des frères interprète à sa façon cette proposition d'aménagement. Aucune cellule ne ressemble à l'autre. À l'inverse des cellules largement ouvertes vers le paysage, l'architecte a délibérément obstrué les vues aux extrémités des couloirs de distribution avec ce qu'il appelle des fleurs de béton, des boucliers à l'allure moyenâgeuse. Les couloirs reçoivent la lumière du jour par de longues meurtrières horizontales qui donnent sur la cour intérieure. L'image d'une fente est accentuée par de curieux parallélépipèdes de béton disposés régulièrement à l'horizontale. Des volumes qui semblent traverser la paroi et dépassent à la fois dehors et dedans. Faute de mieux, on a pris l'habitude de les appeler les morceaux de sucre. Comme des cales qui conserveraient l'ouverture des longues fenêtres. Comme pour mieux souligner cet effort. Leur véritable fonction est dissimulée. Ils ne sont que la partie apparente de la structure porteuse, le segment visible des poteaux qui eux-mêmes soutiennent les poutres des différents étages. Impossible de percevoir poteaux et parpaings cachés sous le béton projeté des parois, à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Les cellules occupent les 2 derniers étages du couvent. En dessous, dans les couloirs des salles d'études et dans les grandes salles de la vie collective, le chapitre, la bibliothèque, le réfectoire, l'architecte ouvre les vues. Son choix est d'abord fonctionnel, des façades différentes pour des fonctions différentes. Les façades tournées vers la cour intérieure sont constituées de grands carrés de béton et de verre de 2,26 m de large, dont les variations géométriques ont été calculées à partir du module Or. On les appelle les carrés Mondrian, en référence au travail du peintre Piet Mondrian. Mais l'architecte ne pense pas seulement à la lisibilité fonctionnelle des différents espaces du couvent. Dans le chapitre et le réfectoire, il rompt avec le modèle du couvent traditionnel et ouvre les grandes salles au spectacle de la vallée, la contemplation de la nature comme source de méditation. Mais le paysage est décomposé et recomposé par les pans de verre et les meneaux en béton. La beauté de la création ne prend tout son sens qu'à la mesure de l'homme. Le Corbusier confie le travail sur ces grandes parois à Xenakis, alors jeune architecte dans son agence. Celui-ci est en train de composer sa première œuvre musicale, Métastasis, en utilisant une combinatoire des intervalles mélodiques. Reprenant la même loi mathématique pour régler les écarts des minces poteaux de béton et des pans de verre, Xenakis travaille plusieurs propositions. Le Corbusier en fera la synthèse et les nommera les pans ondulatoires. Dans l'univers fermé du couvent,
L'église occupe une place à part. Elle n'est pas réservée aux seuls dominicains, mais accueille l'ensemble des fidèles. L'architecte traduit dans les formes cette différence de statut. Il sépare l'église du bâtiment principal par un grand vide et choisit un traitement radical. Les murs sont nus. Une boîte de béton, un volume brutal, hermétique, aux allures de bunker, sans ouverture apparente. Ce n'est qu'à l'intérieur qu'on découvre une grande fente verticale pour la lumière du soleil levant, une grande fente horizontale pour la lumière du soleil couchant. L'église, parce qu'elle est orientée comme le veut la tradition, profite de la course du soleil d'est en ouest. Qu'est-ce que l'éclairage? Ce sont des murs qui reçoivent une lumière. Ce sont des murs éclairés. L'émotion vient de ce que les yeux voient, c'est-à-dire les volumes, de ce que le corps reçoit par impression, ou pression des murs sur soi-même. L'église n'a ni vitraux, ni rosaces, seulement des fentes horizontales peintes de couleurs vives. Deux petits bâtiments sont accolés de part et d'autre du grand volume. À l'extérieur du quadrilatère, la crypte qui a la forme d'une oreille, surmontée des canons à lumière. Dans la cour intérieure, la sacristie et les 7 conduits géométriques de ses mitraillettes à lumière. La sacristie d'un côté et la crypte de l'autre formeront le transept. L'église reprend le plan classique d'une église en croix, à la croisée du volume principal de la grande nef et du transept, l'autel. D'un côté de l'autel, les coulisses de l'église, la sacristie. De l'autre, la crypte en contrebas, comme il se doit, séparée du volume central par une demi-paroi. Le son et la lumière circulent, pas les vues. Dans la crypte, il y a 7 autels destinés aux messes que chacun des prêtres du couvent devait célébrer individuellement une fois par jour. Une obligation supprimée par Vatican II, la crypte est aujourd'hui inutilisée. Restent les parois sinueuses qui semblent épouser la pression du sol et les étranges conduits en oblique qui ramènent la lumière du nord. L'architecture, seule maîtresse des lieux, préserve le mystère. Le Corbusier se plaisait à imaginer que les dominicains passaient leur temps en procession. Il avait commencé par imaginer sur le flanc du bâtiment une rampe par laquelle les processions monteraient au toit terrasse. Mais les dominicains pratiquent peu les processions et une telle rampe aurait coûté cher. Elle n'a jamais été construite. Reste le toit terrasse qui permet de marcher et de méditer entre terre et ciel. C'est le premier cloître, entouré par un mur de 1,70 m de haut. Comme le dit Le Corbusier, c'est beau parce qu'on ne voit pas le spectacle naturel.
Mais le vrai cloître est dans la cour. C'est un paradoxe. Là où on attendait un couloir ouvert qui entoure un jardin carré, il y a une croix. Les couloirs du cloître, l'architecte les appelle des conduits, organisent les grandes circulations dans le couvent comme une pompe qui aspirerait par le bas pour permettre les trajets les plus directs. Le grand conduit se termine à la porte de l'église, dont c'est le seul accès. L'autre, plus court, permet de réunir le bâtiment d'entrée au réfectoire et au chapitre. Il se croise sur une place publique protégée, l'atrium, signalé par son toit en pente. Alors que le volume extérieur se lit simplement comme un cube dont les façades alignent des variations sur un thème unique, la cour constitue un paysage énigmatique et inquiétant, la juxtaposition violente de volumes simples. Le pan incliné de l'atrium, les conduits, les mitraillettes à lumière, l'oratoire avec sa chapelle enfermée dans un cube et son toit en pyramide, les morceaux de sucre. Ici, tout est géométrie. Une géométrie aux allures de jeu d'enfant. Le cube, la pyramide, le parallélépipède, le cylindre et le carré ont permis à Le Corbusier de créer une complexité savante et des variations infinies des plaisirs de l'architecture. Lorsqu'une œuvre est à son maximum d'intensité, de proportion, de qualité d'exécution, de perfection, il se produit un phénomène d'espace indicible. Les lieux se mettent à rayonner. Physiquement, ils rayonnent. Ils déterminent ce que j'appelle l'espace indicible, c'est-à-dire un choc qui ne dépend pas des dimensions mais de la qualité de perfection. C'est du domaine de l'ineffable. Tout comme le spectacle de la nature révèle aux croyants la richesse de la création divine, les formes géométriques disposées dans la cour révèlent la richesse de la création humaine. Seule la course du soleil réunit ces deux paysages, le paysage naturel et le paysage mental. C'est peut-être le secret de la tourette, son ultime paradoxe. Le Corbusier ne croit pas en Dieu, mais n'hésite pas à dire que l'architecture est une religion. Et c'est dans cette équation que le couvent de la Tourette s'affranchit des limites de la commande, tout en restant parfaitement dominicain.